Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Geoffroy Roux de Bézieux, la ville de Wuhan en Chine, épicentre du virus toujours coupé du monde. Cette ville industrielle, on va le préciser, c'est l'un des pôles majeurs d'investissement et de présence des entreprises françaises en Chine. La ministre de la Santé a donc annoncé que ceux qui le souhaitent seront rapatriés, dont certainement, Geoffroy Roux de Bézieux, beaucoup de salariés de ces entreprises françaises que vous représentez. Oui, moi j'ai une pensée finalement pour tous les expatriés. C'est Citroën qui s'est installé là-bas, je crois, il y a plus de 30 ans. Il y a 800 expatriés français. Je pense aussi aux collaborateurs chinois qui sont évidemment touchés, eux qui ne pourront pas rentrer, puis à l'ensemble des gens qui sont touchés. Il faut effectivement finalement faire un espèce de sas autour de cette région pour empêcher la diffusion du virus. Il y a beaucoup d'entreprises françaises dans cette ville devenue ville fantôme, PSA, Renault, d'autres équipementiers, notamment automobiles. Elle est d'ailleurs appelée, Wuhan, la plus française des villes chinoises pour les entrepreneurs français. Évidemment, on pense aux Chinois aussi, mais pour les entrepreneurs français qui ont leurs affaires, leur famille, c'est un bouleversement énorme. Très dur, je lisais dans le journal. Moi, j'y étais à Wuhan il y a 5-6 ans. Effectivement, c'est un peu la ville française en Chine à cause de l'automobile, mais après d'autres industries, L'Oréal, etc., sont installées. Je disais dans les journaux ce matin, les familles, l'angoisse des familles. Donc, je crois qu'il y a un vol qui est prévu cette semaine pour rapatrier les Français. Mais encore une fois, ça ne résoudra pas la situation sur place. Le plus important, évidemment, et on le précise, c'est le risque sanitaire, c'est la santé de tous sur place et puis ailleurs. Mais il y a aussi, il faut en parler, l'impact économique. Pour l'instant, rien n'est comparable et fort heureusement avec le syndrome du SRAS, mais en 2002, ce syndrome avait coûté 4 milliards de dollars au pays et des milliers d'emplois. Je crois que c'était 40 milliards de dollars. 40 milliards, tout à fait. Ouais. Non, j'ai pas envie de parler des conséquences économiques aujourd'hui. D'abord parce que c'est trop tôt, et puis c'est parce que la priorité c'est la santé, la vie des Français et des Chinois qui sont là-bas. On verra bien ce qui va se passer. C'est sûr que si ça se prolonge, il y aura des conséquences significatives, comme en 2003, mais je crois que c'est pas le sujet du jour. Urgence sanitaire évidemment avec les rapatriements en milieu de semaine. J'en viens, Geoffroy Roux de Bézieux, à l'actualité sociale en France. La réforme des retraites a été vivement critiquée par le Conseil d'État. C'est la plus haute juridiction administrative française. Comment on en arrive là? 2 ans de discussion, tant de négociations, comment est-ce qu'on en arrive là? Mais inviter Jean-Paul Delevoye pour lui demander si vous croyez qu'il a envie de parler? Peut-être pas. Mais oui, finalement, ce que dit le Conseil d'État, c'est un peu ce que j'ai dit à votre micro il y a quelques semaines. Il y avait 2 problèmes. 2 ans de concertation pour pas grand-chose, et on le voit effectivement, puisque le Conseil d'État critique beaucoup sur la forme, sur la rapidité du projet de loi, enfin la rapidité avec laquelle elle a eu à examiner ce projet de loi, mais c'est surtout sur le fond, le fait qu'on a beaucoup de lacunes sur le financement. Mais attendez, et on qui est responsable? C'est important ça quand même, ça veut dire, vous avez cité le nom de Jean-Paul Delevoye, il porte la responsabilité de ces lacunes? Écoutez, je ne vais pas pointer du doigt spécialement quelqu'un. Non, mais on a passé 2 ans de concertation et très souvent, les questions auxquelles on posait, on n'avait pas de réponse précise. Et en fait, on a commencé à avoir des réponses à partir du 11 décembre, à partir où le Premier ministre a pris les choses en main. Donc oui, les chiffres ont été mis sur la table, mais il n'y a pas tous les chiffres. Le Conseil d'État dit 2 choses. Une première qui est qu'on n'a pas tout à fait tous les scénarios de financement après. Alors on sait qu'entre 2022 et 2027, il y a un déficit, 12 milliards, mais après, on n'a pas tous les chiffres. Et puis tout n'est pas compté, notamment toutes les revalorisations financières sur les enseignants, sur un certain nombre de professions de fonctionnaires qu'il faut revaloriser pour les mettre au niveau, pour avoir le bon niveau de pension. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la réforme n'est pas soutenable. La soutenabilité de la réforme n'est pas assurée. C'est ce que dit le Conseil d'État. Alors moi, je dis un peu différemment. Je dois en avoir un avis différent de celui du Conseil d'État. Je dis simplement qu'il faut qu'on ait tous les sujets de financement sur la table, toutes les hypothèses qui ont été prises pour pouvoir se prononcer et trouver les bonnes ressources. Vous pensez que vous les aurez d'ici jeudi, la conférence de financement? On va jeudi pour ça. On va jeudi à Matignon, au CESE d'ailleurs plutôt. Geoffroy Roux de Bézieux, vous demandez tous ces chiffres sur la table d'ici jeudi à la conférence? Je vais vous donner un exemple très précis de ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le régime des fonctionnaires est équilibré tous les ans par une subvention de l'État. C'est nos impôts qui payent l'écart entre les prestations qui sont versées aux fonctionnaires retraités et puis les cotisations que verse l'État. Comment ça se passera quand tout le monde paiera 28% de cotisation? C'est à partir de 2037. Cette question-là, on n'a pas la réponse. Voilà un exemple type sur lequel on a besoin d'explications. Donc si je résume, vous n'avez pas de réponse sur ces questions importantes, vous n'avez pas tous les chiffres sur la table. Dans quel état d'esprit vous allez jeudi à cette conférence de financement? Avec un niveau d'exigence important, un double niveau d'exigence. 1, avoir tous les chiffres sur la table, et 2, s'assurer que les engagements de la lettre qu'a écrit le Premier ministre soient respectés, c'est-à-dire que
on trouve une solution pour ces problèmes de financement, mais sans toucher au coût du travail. Une lettre qui vous rassure pleinement, qui va dans votre sens. Qui me rassure pleinement. Est-ce que je suis rassuré pleinement? En tout cas, peut-être pas par le gouvernement, mais par les garanties dans la lettre. Il y a dans la lettre une phrase sur laquelle on a beaucoup insisté, qui est: on n'augmentera pas le coût du travail. Pourquoi c'est important? Il faut que les Français le comprennent, parce que on a baissé un peu le coût du travail depuis 2015, grâce au CICE, et on a créé 1 million d'emplois. Et donc, si jamais on remettait une hausse de coût du travail, malheureusement, la courbe du chômage s'inverserait dans le mauvais sens. Mais il faudra faire des concessions, il faudra trouver un cocktail peut-être de mesures et de solutions. Il y a cette cagnotte, ce fameux bas de laine de près de 32 milliards d'euros. La CFDT, l'UNSA, la CFTC veulent puiser dans ce fonds de réserve. Le gouvernement n'a pas totalement exclu de recourir à cela. Écoutez, je crois que ça serait une erreur. Ce qu'on peut imaginer, c'est de prendre les intérêts de cette, entre guillemets, cagnotte. Pourquoi est-ce qu'elle a été constituée, comme vous dites, cette cagnotte? Justement pour faire face aux aléas quand la croissance ralentit, si jamais la crise dont on parlait sur la Chine au début de l'interview se matérialise. Parce qu'aujourd'hui, les déficits qui sont prévus, ils sont prévus avec 1,3% de croissance pendant 30 ans. Ça risque de pas se produire. Et donc, si on n'est pas fourmi quand ça va bien, eh bien, le problème se posera le jour où il y aura une crise. Donc, je ne crois pas qu'il faille puiser la cigale, pour reprendre, mais quelle solution elle a aujourd'hui? Et on va continuer quand même, parce qu'il y a une question importante, c'est celle de la pénibilité, Geoffroy Roux de Bézieux. À quelles concessions, à quelles avancées êtes-vous prêt? Alors, je vais d'abord quand même dire quelle solution. Il y a une seule solution, c'est une mesure d'âge. Alors peut-être pas celle qui avait été envisagée, on peut améliorer l'âge pivot, mais il faut le dire aux Français. Vous parlez d'ailleurs de mesures d'âge plus justes. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures d'âge justes? Oui, il peut y avoir des mesures. Je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas plus juste. Laurent Berger dit l'âge pivot tel qu'il était imaginé est aveugle. Bon, parce qu'il est le même pour tout le monde. On peut imaginer de travailler ça répondra à votre question, sur la pénibilité. Mais ça veut dire quand même que s'il y a des gens qui vont partir plus tôt, et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'ils ont des métiers usants ou pénibles, alors d'autres devront travailler plus tard. Et c'est une forme de justice. Je reste sur la pénibilité. Je voulais vous faire réagir à un élément qui est répété, martelé par le gouvernement et que j'ai du mal à comprendre. Je vous pose donc la question, c'est la reconversion pour les métiers pénibles. Comme s'il était simple de se reconvertir après avoir été pendant 15 ans couvreur ou autre. Comment vous analysez ce problème-là? Comment vous allez faire face à cela? C'est une piste, je pense, qui est envisageable. Vous savez, il faut se dire que la génération qui rentre sur le marché du travail va sûrement se reconvertir 3 ou 4 fois dans sa vie professionnelle. Comme c'est facile à dire. Non, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit simplement qu'il faut accepter de changer de métier. Vous êtes journaliste aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, vous ferez un autre métier. Journaliste, oui, mais là, on parle de métiers tels des couvreurs, tels des égoutiers. Je ne dis pas que c'est pas facile de ne pas se reconvertir, mais quand même, on imagine la difficulté d'un changement. Oui, c'est pour ça qu'une des pistes envisagées, encore une fois, rien n'est facile, c'est de dire, avec les points du compte pénibilité, vous avez le droit de financer une formation. Alors, je crois que c'est 9 mois qui est prévu pour un autre métier. Encore, faut-il avoir envie de changer de métier? Et faut-il trouver une autre vocation dans sa deuxième partie de vie? Donc je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça fait partie des pistes pour des gens qui sont usés par une carrière ou un métier qui a effectivement eu des conséquences médicales sur leur capacité à travailler. Des gens usés et un contexte, Geoffroy Roux de Bézieux, social toujours tendu avec des crispations. Est-ce qu'il ne faut pas faire un effort justement sur les salaires? Le gouvernement, le ministre de l'économie vous le demande. Mais l'effort, il a été fait dans le privé. Cette année, suffisamment. Alors, on peut toujours augmenter plus les salaires. Plus de 2% d'augmentation moyenne des salaires, cadre et non cadre, alors que l'inflation est à 0,7. Mais moi, je renvoie la balle. Quand vous comparez depuis 5 ans, augmentation dans le public et augmentation dans le privé, à votre avis, quel est l'employeur qui a joué son rôle? Quel est l'employeur qui a le plus augmenté les salaires? Bon, si je vous pose la question, vous devinez que la réponse, c'est l'employeur privé. Je rajoute à ça l'intéressement, la participation qui est versée dans le privé, et je rajoute à ça la prime du début d'année, janvier 2019, qui a été versée dans le privé. Ça veut dire que c'est une fin de non-recevoir. Donc que chacun balaye devant sa porte, que chacun fasse son boulot. Donc selon vous, le gouvernement n'a pas suffisamment fait son job dans ce domaine? Je ne suis pas en charge de l'État employeur ni de la fonction publique, je dis simplement que les entrepreneurs privés ont fait leur boulot. On peut toujours augmenter plus les salaires, et si on continue à baisser le coût du travail, si on continue à augmenter nos marges, on renverra l'ascenseur comme on l'a fait, mais on n'a pas de leçons ni de conseils à recevoir dans ce domaine. On va conclure sur un événement important. Le Brexit sera effectif dans 5 jours. Le compte à rebours est enclenché et de nombreuses entreprises françaises ne sont toujours pas prêtes. Mais comment ça se fait ?
Oui, alors je suis un peu moins pessimiste que vous parce que finalement le 31 janvier ou le 1er février, puisqu'il y a eu l'accord de sortie, il va pas se passer grand-chose en réalité, puisqu'on continue dans les anciens accords. C'est à la fin de la négociation, donc normalement fin 2020, que là les choses sérieuses vont être mises en place. Et à ce moment-là, on sera prêt. Ça dépend un peu de Monsieur Johnson. Vous avez vu qu'il est dans des déclarations très engagées, très guerrières. Ça ne dépend pas aussi un peu de la France, du gouvernement, du patron des patrons? En l'occurrence de Michel Barnier, plutôt, des conditions qu'il négociera. On se donne rendez-vous à ce moment-là donc pour vérifier si les entreprises françaises sont prêtes. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été notre invité ce matin sur Europe.